cet épisode de Côte à Côte, on vous emmène à Elfo. Et quand on parle d'Elfo, forcément, on pense à la coupole d'Elfo. Je suis avec le directeur Philippe Kest. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est en extérieur, on voit ce dôme juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous introduire les lieux? Où est-ce qu'on se trouve? Alors on se trouve dans un lieu qui est extrêmement secret. Ça c'est la première des choses. Même si la coupole est connue, elle va fêter ses 30 ans l'année prochaine. En tout cas le site tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ce qu'on a devant nous, c'est d'abord et avant tout un monument historique qui date de 1943-1944. Et ce n'est rien moins que la toute première base de lancement de fusées dans l'histoire. Pourquoi il a été construit et pourquoi ici? Alors, il a été construit ici par rapport à la portée des fusées à l'époque. Donc, ces premières fusées qu'on appelle des V2, qui sont des missiles, tout simplement, puisqu'ils portent une charge, sont destinés à viser Londres. Ce sont les Allemands qui construisent ici, les nazis qui construisent cette base secrète souterraine pour viser Londres. Et donc, on se trouve ici à 250 km de Londres, c'est-à-dire à portée de tir de cette fusée. Et c'était une ancienne carrière de craie, c'est ça? Alors effectivement, les ingénieurs qui vont d'abord avoir un premier projet de base de lancement à Epernay, qui va échouer face au bombardement allié, eh bien décident de se protéger en s'enterrant. Et quoi de mieux qu'une carrière où la craie est assez souple à modeler? Eh bien ils vont commencer par d'abord faire ce dôme pour se protéger. On a là une demi-sphère de béton qui fait 5,50 m d'épaisseur de béton sur un diamètre de 71 mètres. Voilà. Et qui a travaillé à la construction de ce site? Alors on a effectivement plusieurs types de personnes qui ont travaillé sur ce site. Il va y avoir des travailleurs libres, des Allemands, mais on va avoir aussi des Français libres, mais également des Français qui sont des travailleurs forcés, et puis également des prisonniers de guerre soviétiques de différentes nations qui vont être amenés ici pour travailler et faire les besognes les plus difficiles. Je vous propose qu'on aille découvrir l'intérieur. On va rentrer. On se trouve dans ces tunnels. Comment ça a été pensé, imaginé, creusé pour y faire quoi? Alors en fait, on est ici sur un tunnel ferroviaire. Les trains devaient rentrer. Les V2 qui devaient arriver ici auraient dû être déchargés sur ce quai de déchargement, rejoindre ensuite la zone de stockage. Et de là, ils étaient prélevés un à un pour être assemblés dans la salle de préparation au tir, sous le dôme qu'on a vu juste avant, et envoyés sur le pas de tir. 2 pas de tir qui étaient prévus avec un cadencement de 50 missiles qui devaient être envoyés chaque jour. Finalement, il n'y a jamais eu de missile ici? Finalement, non. Les Alliés ont réussi à déstabiliser le chantier par les bombardements, même si le site n'a pas été détruit. Et puis, il y a eu le débarquement en 1944, en juin 1944, qui a fait que, et la libération ici en début septembre 1944, qui ont fait que le site n'a jamais pu fonctionner. Finalement, donc, ce site est bombardé. Quand est-ce qu'il devient le centre d'histoire et le planétarium qu'on connaît aujourd'hui? Alors le site va être abandonné en 1944, 1945. Ça redevient une carrière. C'est un site où les gens viennent se promener. Au début, il y a une sorte de tourisme pour aller voir un petit peu ce qui se déroulait dans ce site lorsqu'il est rendu à la population. Et puis, rapidement, l'intérêt s'étiole. Il y aura des activités qui n'ont rien à voir, un terrain de motocross, encore un peu de carrière, etc. Et il faut attendre les années 80 pour qu'on s'intéresse. C'est au moment des journées du patrimoine, des premières journées du patrimoine. C'est aussi le 40e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et du débarquement. Et donc, on va s'intéresser à ce site, au potentiel de ce site. C'est les premiers temps aussi du parc naturel régional qui recense les différents lieux de mémoire ou les différents patrimoines intéressants sur le territoire. Et c'est à ce moment-là que on va décider, les autorités publiques vont décider de créer donc un musée ici, un centre d'histoire dans cette ancienne base de lancement de fusées. Là,
La coupole musée depuis 97, mais quelles évolutions depuis? Alors effectivement, on est dans le bâtiment d'accueil qui date de 1997, mais il a été agrandi depuis, puisque la coupole accueille depuis 2012 un planétarium. Alors on va me dire pourquoi un planétarium dans un lieu d'histoire? Alors c'est vrai qu'on peut mettre un planétarium n'importe où sur la surface du globe, mais ici il a une valeur particulière puisqu'on est sur la toute première base de lancement de fusées et que les scientifiques qui ont conçu ces premiers missiles et ces premières fusées sont aussi ceux qui vont concevoir les fusées pour emmener l'homme dans l'espace. Donc en 2012, on a créé ce planétarium. Un planétarium 3D qui a reçu une nouvelle technologie il y a 3 ans et qui n'a toujours pas été dépassé puisqu'on est le seul planétarium en 10K et en 3D au monde. Et puis dans cette extension de 2012, il y a également eu une salle d'archives puisque la coupole c'est aussi un lieu qui collecte des archives sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire de la conquête spatiale. Et on a également une collection d'objets et on partage tout ça surtout avec le public, avec nos 120 000 visiteurs à peu près annuels, dont 35 000 scolaires, puisqu'il y a une vocation depuis l'origine à s'intéresser au public scolaire et à les intéresser à ces thématiques qui mêlent histoire, mémoire et sciences. Vous l'avez dit, 120 000 personnes à peu près par an qui viennent ici. Ils viennent d'où ces personnes? Alors ils viennent d'un peu partout, j'ai envie de dire, mais ils viennent principalement de France, de la région et des régions limitrophes, mais aussi on a un public étranger, notamment beaucoup de Britanniques et de Belges, à peu près le même nombre. On a 30% de visiteurs étrangers. 120 000 personnes, un planétarium, un centre d'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres améliorations qu'a connu la coupole récemment? Alors c'est vrai qu'on a changé le système de visite. On peut maintenant visiter avec une tablette, ce qu'on appelle un histopad, qui est une tablette qui mêle la réalité augmentée et la 3D, et donc qui permet de comprendre ce monument qui n'a jamais fonctionné, rappelons-le. Et donc là, on explique comment il aurait dû fonctionner en faisant des simulations. Et donc c'est un outil qui plaît énormément puisque il permet d'accéder à la compréhension du site très facilement. On se retrouve ici au Centre d'Histoire. Je suis accompagnée de Bastien Klenberg. Vous êtes chargé de valorisation des collections. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous présenter où est-ce qu'on se trouve? Alors nous sommes ici dans vraiment le Centre d'Histoire sous le dôme de la coupole. Et donc s'articulent différents axes de visite. Vous avez ici une exposition temporaire. Cette exposition temporaire s'inscrit vraiment dans une période mémorielle. Elle a été inaugurée donc en 2025 pour fêter les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et elle porte le nom Libérer, reconstruire, espérer, les défis de Nord-Pas-de-Calais en 1945, et elle aborde vraiment la vie en 1945 dans le Nord-Pas-de-Calais avec des points extrêmement importants, le retour des prisonniers de guerre, des déportés et également des jeunes du service du travail obligatoire, mais également dans cette exposition s'articulent des volets beaucoup plus humains, dans le sens où on a des volets sur l'habitat, sur la question de vivre dans le Nord-Pas-de-Calais, avec également un volet très important sur le déminage. Est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer une pièce importante de la collection? Alors oui, tout à fait. Ici vous avez la reconstitution d'un baraquement en tôle, et à l'intérieur vous retrouvez des éléments de véritables baraquements provisoires qui ont été démontés, qui sont installés ici. Et on retrouve par exemple un symbole de la vie en 1945 avec une robe de mariée faite en toile de parachute qui est ici exposée. Et donc tous ces objets viennent du Nord-Pas-de-Calais et ont une histoire assez singulière avec cette thématique. Et on retrouve beaucoup d'effets personnels, beaucoup d'objets. L'objectif a été vraiment, par cette exposition, d'avoir aussi bien de la photographie, de l'objet, et de marquer en rendant le visiteur un peu plus acteur à regarder dans ce baraquement pour découvrir les objets. Cette fusée qu'on voit, c'est une vraie fusée? Alors c'est une véritable fusée qui a été restaurée, et on est sur une base authentique qui avait été récupérée en 1945 par les Américains au camp de Mittelbau-Dora, ensuite envoyée aux États-Unis, et elle a été récupérée pour le musée, et elle a été restaurée. Cette fusée V2, on l'a dit avec le directeur, finalement, elle n'est jamais partie d'ici, et heureusement. Mais c'était vraiment une prouesse un petit peu de technologie, cette fusée V2?
Alors oui, tout à fait. La fusée V2 est la première fusée de l'histoire, mais donc c'est une fusée avec une histoire extrêmement sombre, étant donné qu'elle trouve ses origines dans le camp de Mittelbau-Dora. Mais c'est cette fusée qui a permis la conquête spatiale. Et l'objectif de la visite, c'est vraiment de prendre conscience donc de cette arme de destruction qui est à l'origine des fusées modernes que nous connaissons aujourd'hui, et également d'où le double lien avec le planétarium aujourd'hui. Nous avons ici donc Wernher von Braun, donc le concepteur de la fusée V2, et donc une personnalité extrêmement particulière, étant donné qu'il n'émettra aucun regret donc de vie et de carrière, et donc l'utilisation de déportés donc pour la réalisation de cet armement. Et donc c'est une personnalité extrêmement sensible. Mais là, l'intérêt de la coupole est justement d'éveiller les consciences sur cette sensibilité de l'histoire. On a parlé V2. Qu'est-ce qui se trouve à côté de nous? Alors ici, donc une pièce donc extrêmement importante pour l'histoire du Nord-Pas-de-Calais, la bombe volante V1, donc qui est un dispositif d'armement donc en parallèle de la fusée V2. Le V1 n'est pas un dispositif pour la coupole, mais l'objectif de la coupole est d'éveiller les consciences sur les armes secrètes. Et le V1 est l'une des armes secrètes les plus célèbres, tirée du 13 juin 1944 au 1er septembre 1944 depuis la France. Et donc bon nombre de V1 tomberont en Angleterre, et celui-ci est exceptionnel étant donné qu'il a été retrouvé le 18 juin 1975 et qu'il a été déminé et qui a été ensuite restauré dans les années 2000. Donc là, on arrive dans la partie dédiée au camp de Dora. Comment c'est un petit peu organisé ici l'exposition? Nous avons d'un côté donc des dessins de Léon Delarbre qui a été interné au camp de Mittelbau-Dora, et de l'autre côté se trouvent les photographies de Walter Frantz. L'objectif a été de montrer donc d'un côté donc les dessins de Léon Delarbre, qui sont une œuvre extrêmement importante et qui montrent les conditions de vie donc à Dora, avec des dessins qui sont extrêmement difficiles à regarder, et de l'autre côté donc ces photographies. Ces deux visions ont pour objectif de montrer donc le camp de Dora, ce qu'il a été, et de ne pas avoir donc cette vision donc masquée donc de l'horreur du camp de Dora. Nous sommes dans le mémorial des déportés des fusillés du Nord-Pas-de-Calais. Ce mémorial est mis à jour donc tous les 2 ans, avec donc pour objectif de retranscrire donc les noms et les portraits des victimes donc du Nord-Pas-de-Calais de la Seconde Guerre mondiale. Alors ces portraits donc montrent qu'il n'y a pas donc de distinction d'âge, de sexe et de classe. Donc toute population ont été touchées donc par la dureté du second conflit, et donc c'est toujours émouvant étant donné que ces visages montrent le poids de l'histoire. Voilà pour vous. Et les lunettes de l'espace pour la demoiselle. Les petites lunettes. De l'histoire à l'espace, il n'y a qu'un pas comme celui sur la Lune. Là, on se retrouve au planétarium de la Coupole. Je suis aux côtés de Stéphane Christians, qui est médiateur scientifique et également animateur ici au planétarium. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce planétarium dans lequel on se trouve? Un lieu merveilleux où on parle beaucoup d'espace, évidemment. Ce grand dôme, grand comme un terrain de basket, où on peut accueillir quand même à peu près 130 personnes, où on anime beaucoup de séances, essentiellement sur l'astronomie, les sciences, l'aventure spatiale, mais également l'histoire. On n'oublie pas également cette histoire puisqu'on est sur le lieu de la Coupole. Qu'est-ce qu'on peut visualiser quand on vient ici? Vous avez dit 130 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez leur diffuser ici dans ce planétarium? Plein de choses. Alors, quand les gens viennent pour une séance, ils ont tendance déjà à s'installer confortablement, patienter un petit peu. Puis ensuite, eh bien, ils ont le droit à une pré-séance qui dure 20-25 minutes, créée et animée par l'un des médiateurs du planétarium. Et ensuite, au choix, durant toute la journée, ils peuvent choisir des films, soit sur l'aventure spatiale ou, pourquoi pas, d'idées également sur le débarquement en Normandie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur cet équipement qui permet du coup de diffuser ces films sur l'espace? Un équipement particulier, high-tech en quelque sorte, donc c'est quand même 12 projecteurs en 10K laser, quelque chose déjà de plutôt bien au niveau de la définition, piloté par 25 ordinateurs. Donc c'est une grosse machinerie, une grosse machine qui nous permet donc de diffuser des films, des séances sur l'espace. Voilà. Le dispositif, il est vraiment super. Ça nous permet d'en avoir plein les yeux, de regarder partout, de découvrir vraiment plein de notions aussi que personnellement je connaissais pas forcément.
C'est ma première fois que j'apprends les autres planètes. Une belle découverte, que ce soit le centre historique ou le planétarium. Pour continuer ce long format autour de la ville d'Elfaux, je suis avec Christophe Burgy, le directeur du centre hospitalier d'Elfaux. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Bon, c'est un lieu chargé d'histoire déjà. Oui, alors le site d'Elfaux, c'est un site hospitalier depuis 1932, inauguration du sanatorium d'Elfaux. Et cette histoire, elle se prolonge avec le transfert progressif de l'hôpital Saint-Louis de Saint-Omer vers le site d'Elfaux, qui devient petit à petit un hôpital complet. Et le dernier patient de l'hôpital Saint-Louis rejoint le site d'Elfaux en 1996. Donc ça fait 30 ans que le centre hospitalier d'Elfaux, centre hospitalier de la région de Saint-Omer, est le seul établissement sanitaire public du territoire au service de la population de Saint-Omer. Le site de Saint-Omer, c'est une histoire encore beaucoup plus longue. C'est un ancien hôtel-dieu, donc c'est un bâtiment historique qui a une grande valeur. C'est aujourd'hui la mairie de Saint-Omer, mais qui ne correspondait plus du tout aux besoins d'un hôpital moderne. Donc le choix a été fait de regrouper l'ensemble de l'offre de soins ici sur le site d'Elfaux, et donc de créer des extensions au sanatorium historique qui, lui, était réservé à la population, notamment des siliconés du bassin minier. Donc, créer un hôpital moderne sur le site d'Elfaux, c'est offrir à la population du Grand Saint-Omer, c'est l'ensemble de l'Audomarois, en incluant l'Imbre, Aire-sur-la-Lys, enfin un périmètre de 150 km autour de la commune d'Elfaux, offrir un équipement moderne. Et aujourd'hui, l'hôpital de Saint-Omer, c'est un hôpital qui vous propose un service d'imagerie moderne avec des IRM, des scanners, un bloc opératoire, une maternité, un service de réanimation, des services de médecine, des services de chirurgie, des services de rééducation, un service d'urgence performant, puisque le service d'urgence a été reconstruit en 2017 pour devenir un des plus modernes de la région. Et notre dernière réalisation, c'est l'Osmond Royal, c'est notre bâtiment d'hébergement gériatrique qui se trouve à l'entrée du site. En termes justement de stratégie, c'est primordial d'avoir un tel hôpital dans un bassin aussi grand, parce qu'il y a beaucoup de population. Est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres de votre activité ici au centre hospitalier d'Elfaux? Alors, en 2025, l'hôpital d'Elfaux, c'est 112 000 consultations. C'est 30 000 séjours, que ce soit en médecine, en chirurgie ou en rééducation. C'est 7 000 passages au bloc. C'est 950 naissances. Et donc cette offre de soins, elle est irremplaçable, d'autant plus que c'est une offre de soins 24 heures sur 24, avec une possibilité d'assurer toute la filière des urgences, de ce qu'on appelle les soins critiques, lorsque votre vie est en danger, jusqu'aux opérations de rééducation à l'autre bout du cercle de l'offre de soins. Et tout ceci avec une grande interpénétration avec l'offre de soins de ville et le maillage des médecins traitants de la population. Combien de personnes travaillent ici quotidiennement? Le site de Saint-Omer, c'est 1200 agents. 1200 agents, dont une très grande majorité de soignants, plus de 700 infirmières, éducateurs, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, médecins, mais aussi des agents logistiques, techniques et quelques administratifs parce qu'il en faut. Et tout ce collectif hospitalier, il travaille pour offrir le meilleur soin à la population 24 heures sur 24. Dernière question, on a le droit d'être chauvin d'ailleurs. Comment vous le trouvez votre hôpital? Si vous devez le résumer. L'hôpital de Saint-Omer, c'est une belle histoire parce que ces pierres sont faites de l'engagement de chacun des professionnels et je peux vous assurer qu'il y a une grande majorité de professionnels qui aiment son métier et qui se bat tous les jours pour maintenir une offre de soins de qualité et des fois avec des moyens qui sont
pas toujours présent, et donc je tiens à saluer tout l'engagement de tous les professionnels de Saint-Omer. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le directeur. On va continuer d'ailleurs à parler de l'histoire de cet hôpital qui est toujours en perpétuel avancement. On va tout de suite aller aux urgences pour parler des nouveaux travaux à venir et notamment du bloc opératoire. Je suis avec le docteur Ziad Kodr, le président médical ici au centre hospitalier d'Elfaux. On se trouve déjà aux urgences. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces urgences parce qu'elles ont une particularité? Oui, tout à fait. Donc on parle un petit peu de la commune d'Elfaux et de l'histoire de la commune et également l'histoire de l'hôpital. Cette urgence, ce que je suis de spécialité urgentiste, donc je peux parler, c'est un nouveau bâtiment, une nouvelle structure qui a été conçue en 2017 et inaugurée autour de fin 2018, avec une structure très moderne, adaptée à l'afflux des patients qui viennent chez nous. Donc on est à peu près à 43 000 passages par an. Donc ça a été travaillé d'une manière très moderne, très scientifiquement validée. En quoi pour vous, dans votre travail au quotidien, c'est important de continuer à toujours chercher les innovations, etc. C'est important parce qu'il y a une évolution générationnelle, on avance plus dans l'âge, il y a une progression des avancées techniques et scientifiques. Il y a également une modalité médico-économique à tenir compte. Nous, on est adapté au jour, à l'instant présent. Donc on essaye de résoudre ces problèmes, pas avec les yeux d'hier, c'est les yeux d'aujourd'hui, également la probabilité d'avancer également. Ne pas être surpris par la prise en charge. J'ai toujours dit, c'est pas le plus grand qui gagne, c'est le plus rapide qui avance et avance avec efficience. Et justement, on pense déjà à demain. C'est-à-dire Oui. que là, il y a des investissements d'importants travaux en 2026 qui vont être réalisés ici. Il y a une construction d'un nouveau bloc opératoire qui va démarrer dans les mois à venir avec un investissement assez important, autour de 33 millions, avec bien sûr une subvention de l'ARS. Mais, comme on a fait pour la construction des urgences, toutes les activités restent ouvertes et au profit de la population. On peut en arriver quand on veut à l'hôpital. On fait de la construction, l'extension, mais on reste opérationnel au service de la population. Au niveau de ce nouveau bloc opératoire à venir, quelles vont être les grandes nouveautés comparé à ce qui existe déjà ici? Comme je vous ai dit, il y a des modalités de prise en charge qui changent. On a également peut-être dans nos projets, et on a le droit d'être ambitieux, et on est ambitieux pour la population, peut-être une salle pour un robot chirurgical. Il a également les modalités de prise en charge, la sécurité et comment on fait. Tout ça, c'est dans une optimisation de prise en charge, meilleure qualité des soins, la plus moderne possible, la plus sûre possible, la plus sécure possible. L'extérieur aussi, en tout cas quand on va arriver ici à Centre Hospitalier d'Elfaux, ça va également changer. Oui, l'extérieur d'arriver à l'hôpital, c'est les modalités d'hospitalisation. On passe d'une modalité d'hospitalisation sur plusieurs jours qu'on appelle une hospitalisation conventionnelle sur une modalité ambulatoire. C'est le vrai sens de l'avenir, le vrai sens de la médecine. Donc, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir beaucoup plus de population à un délai très court. Donc on travaille sur l'arrivée des patients, sur les parkings, comment les patients peuvent arriver, comment leurs familles peuvent les conduire et les pouvoir les faire sortir. Donc tout ça, c'est intégré dans le projet de notre établissement. Il va être intégré, mais autour d'un projet médico-soignant tourné vers l'avenir avec, je dis, si on est loin des centres d'excellence comme un centre universitaire, la population a le droit à la meilleure prise en charge juste à côté, à proximité. Et c'est une prise en charge, franchement, qui mérite d'être reconnue. Et pour preuve, nos médecins qui quittent pour aller voir ailleurs, ils reviennent aussi vite en parlant de la qualité de la prise en charge ici, que ce soit médical ou paramédical. Merci beaucoup, Antoine, docteur. Vous l'aurez compris, Merci. même ici au sein du centre hospitalier d'Elfaux, on prône la modernité et également tout simplement le savoir-faire et le bon développement, en tout cas comme on a pu le voir durant tout ce long format.